De retour au plateau, nous retrouvons nos invités après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, Israël-Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours divisé un mois après. On se rappelle le 7 octobre, les frappes du Hamas sur Israël, et ce qui a déclenché une nouvelle phase dans les affrontements entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Des milliers de morts au total à dénombrer. Et finalement, le Conseil de sécurité, après 4 résolutions soumises, n'a jamais fait l'unanimité. Chaque résolution a été bloquée par les droits de veto des 5 membres permanents. D'abord, c'était la Russie, sa résolution qui a été bloquée. La résolution du Brésil a également été bloquée. Entre-temps, les États-Unis ont soumis leur résolution, elle a été bloquée. La Russie a soumis une nouvelle résolution, elle a été bloquée à nouveau. 4 résolutions bloquées en moins d'un an, disons, en moins d'un mois. Normalement, en 3 semaines, 4 résolutions bloquées et le Conseil de sécurité n'arrive pas à s'entendre sur le minimum pour permettre de sauver les vies en danger dans la bande de Gaza. Nous en parlons avec nos invités. Pourquoi le Conseil de sécurité est-il aussi divisé face à la situation dramatique qu'on vit aujourd'hui dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël, Louis Kamako? Bon, s'ils sont divisés, s'ils sont divisés, c'est peut-être parce qu'il y a un antécédent entre eux. Les pays qui partagent le Conseil de sécurité, qui se prévalent du droit de veto, ils ne s'attendent pas, ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix. Et quand vous le voyez, je pense que ça ne devait surprendre personne avec l'actualité ces derniers temps, notamment la guerre russo-ukrainienne. Je pense que c'est tout à fait normal qu'au Conseil de sécurité, ces nations-là ne s'entendent pas. Parce que quand vous voyez comment est-ce que la crise russo-ukrainienne est intervenue, et Russie qui aujourd'hui qui se trouve entre guillemets esselée, qui est contre tout le monde, et je pense que pour une nation comme Russie qui a également un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, il ne va pas vouloir quand même se laisser une fois encore la laine sur le dos. Donc je pense qu'ils ne s'attendent pas. Il y a cette guerre-là, ils ne s'attendent pas d'abord. Et donc la guerre israélo-palestine, je pense que c'est une occasion parfaite pour les uns et les autres de se régler les comptes et ils sont en train de le prouver à la face du monde. En tout cas, ils se règlent leur compte. En se servant de cette guerre entre Israël et le Hamas, nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences de cette situation. Mais bien avant, Dieudonné, quel regard portez-vous sur cette situation? Le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours divisé un mois après le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hamas. Je parle de ce dernier épisode puisque la guerre a commencé depuis des lustres. Oui, docteur, c'était prévisible que la situation se bloque à ce niveau au Conseil de la sécurité, parce que ce qui est évident, l'Israël aujourd'hui n'a que des alliés occidentaux. Et la plupart de ces alliés savent déjà ce qu'ils ont à faire dans ce conflit. Au départ, vous avez vu le discours de la Maison-Blanche qui, à un moment donné, a commencé à avoir du mal à véritablement s'asseoir. Tantôt, c'est que nous te soutenons, Israël. Tantôt, il faut faire une pause humanitaire. Tantôt, il faut aller au cessez-le-feu, ça c'est les Occidentaux qui le disent, et tantôt, il ne faut pas occuper le territoire gazaouite après les combats. Finalement, on se cherche, on se demande à quoi est-ce vers quoi on est en train de se diriger. Donc, tout est question d'intérêt. Et lui l'a dit tantôt, il y a d'abord un préalable à ce conflit. C'est bien l'Ukraine et la Russie, déjà qui se mesurent de l'autre côté. Et nous avons vu l'engouement qui a été pris au départ contre le seul État qui était la Russie. Tous les Occidentaux étaient derrière l'Ukraine pour combattre la Russie. Et un combat difficile jusqu'à ce jour. Maintenant que la guerre de Hamas et d'Israël a aussi refait surface, maintenant qui il faut soutenir véritablement, d'autant puisqu'on a déjà son allié qui frappe sans cesse. Si vous comprenez, vous écoutez aujourd'hui le discours de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il n'y a pas une question d'aller à un cessez-le-feu, bien que, entre guillemets, ses alliés sont en train de souhaiter ce cessez-le-feu immédiat. Est-ce que ce cessez-le-feu est sincère?
cette demande de cessez-le-feu, est-ce qu'elle est sincère quand on voit le comportement de ses alliés? Je veux parler principalement des États-Unis. Non, mais écoutez, ils ne peuvent que le demander. Ils ne peuvent que demander ça. Que ce soit sincère ou pas, politiquement, c'est ce qu'il y a lieu de demander. Parce que c'est une question humanitaire qui reste l'enjeu aujourd'hui. Il est dit que l'Israël est en train de bombarder aveuglément même les civils. Alors que la cible privilégiée, ce ne sont pas des civils, c'est plutôt le Hamas, les combattants de Hamas qui ont érigé leur habitat souterrain. Maintenant, au lieu de les attaquer, je vous dis, le Hamas est soutenu aujourd'hui par la Palestine et aussi le Hezbollah avec des armements assez puissants et qui eux aussi se défendent terriblement. Le combat reste difficile et Israël n'a pas le choix. C'est comme tout à l'heure, ce qu'on essaie de faire comme analyse au sujet des rebelles au Mali et l'armée régulière. Donc, il ne peut pas se défendre sans causer assez de dégâts. Et aujourd'hui, c'est les civils qui sont pris à l'étau. Qui sont ceux-là qui ont fait l'objet d'attention à l'ONU? C'est la vie des civils. Alors qu'il y a déjà un intérêt qui est sur la table, qui est le gâteau privilégié. Est-ce qu'on va laisser ce gâteau-là pour s'intéresser à la vie des civils dans la zone Gaza? Point d'interrogation. Donc, c'est pour comprendre, c'est pour dire que le monde, en réalité, est gouverné que par des intérêts. Quand les intérêts sont là, il est difficile d'aller avec une véritable raison humanitaire. Et nous le voyons une fois encore au sommet des grands leaders. Ça ne peut qu'être autrement. Samir Ouroussama, le Conseil de sécurité, un mois après le déclenchement de ce nouvel épisode des affrontements entre le Hamas et Israël, le Conseil de sécurité reste toujours divisé, pas encore des résolutions adoptées à l'unanimité. 4 résolutions ont été rejetées jusque-là. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est honteux. Non seulement ce qui s'est passé en Europe avec la crise russo-ukrainienne, mais également ce qui se passe au niveau de ce conflit entre Israël et le Hamas. Bon, contrairement à ce que les gens disent, Israël n'est pas directement en guerre contre la Palestine. Israël est en guerre contre la branche armée qui est le Hamas, qui est considéré comme un groupe terroriste. Aussi, hein. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, au nom de quoi les gens peuvent se prévaloir d'un veto dans ce machin de Conseil de sécurité? Au nom de quoi? La configuration... Le droit de veto existait depuis la création de l'ONU. La configuration géopolitique que nous avons aujourd'hui en 2023 n'est pas la même. Il y a de cela, je sais pas, il y a de cela 110 ans, ce n'est pas la même chose. Les choses ont considérablement évolué. Ceux qui se prévalaient d'une hégémonie sans partage au sommet du monde, mais ils sont plus là, ils sont menacés considérablement. Certains n'ont plus le dessus à un moment donné. Au nom de quoi certains doivent avoir le droit de veto sur d'autres? Si nous disons que chaque pays est souverain, chaque pays a une certaine souveraineté internationale, si nous disons que les peuples sont égaux au plan international, si nous disons que les peuples sont les mêmes au plan international, au nom de quoi on peut permettre à ce que certaines personnes puissent avoir le destin d'un certain nombre de pays dans leurs mains? Au nom de quoi? Et depuis plusieurs années, nos pays africains se battent dans ce sens-là pour que ce machin de Conseil de sécurité soit rayé totalement. Que ceux qui siègent au niveau du Conseil de sécurité puissent avoir le même droit. Qu'un groupuscule de personnes ne puisse pas bloquer l'avenir de toute une planète. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les crises auxquelles nous assistons aujourd'hui, non seulement sur le continent africain, ce que nous voyons, ce qui s'est passé par exemple au niveau de la Libye, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Soudan, ce qui se passe au niveau de l'Europe avec cette crise ukrainienne, ce qui se passe présentement au niveau de la crise entre la Palestine et l'Israël. Ce sont les grandes puissances là qui sont en train de téléguider ces petits États-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ce qui leur importe, c'est leur intérêt. Est-ce que le fait d'avoir sous leur coupole ces micro-États-là, ces petites nations-là, continuer par les dominer, affirmer leur suprématie, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, et tous ces pays-là, qu'on considère aujourd'hui comme les puissances occidentales, ils n'ont pas envie que d'autres pays se développent véritablement, qu'ils s'affirment. Donc tout ce qu'ils
font comme acte. Les gens peuvent dire que bon, la Chine et la Russie sont pour les petits États, là, sont pour les pays opprimés, mais en réalité, c'est faux. C'est leurs intérêts qui sont en jeu. Donc, pour moi, la vraie réflexion qu'on doit mener aujourd'hui, à quoi servir le Conseil de sécurité depuis la mise en place de l'ONU? Puisque l'objectif, c'était d'éviter à ce que le pays, à ce que le monde ne connaisse des conflits armés, ne connaisse des guerres, comme ce qu'on a connu en 1939 jusqu'en 1945, que l'humanité puisse évoluer dans une sérénité pareille. Sauf que depuis bientôt 70 ans, mais ces gens-là ne nous servent que ça. Des conflits qui leur permettent de découler des armes qu'ils fabriquent, des conflits pour permettre de diviser un certain nombre de peuples, pour exploiter leurs ressources, des conflits pour que ces gens-là puissent s'affirmer en deux donneurs de leçons, en deux pays facilitateurs pour faire revenir la paix. Je vous assure que les pays doivent prendre conscience qu'en réalité, il n'y a aucune puissance qui viendra résoudre les problèmes à leur place. Je prends l'exemple de ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en RDC. Les gens se laissent manipuler par ces grandes puissances. Nous devons nous battre pour que ce machin de Conseil de sécurité soit supprimé. Concrètement, que les 193 ou les 195, je ne sais plus le nombre, de pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies puissent avoir le même droit à la parole, que les décisions qui sont prises soient des décisions de l'Assemblée générale qui puissent s'imposer, pas un groupuscule de pays, je pense 10 pays aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité, qui se réunissent à huis clos, qui prennent une décision et qui s'appliquent. Après ça crise qu'on assiste aujourd'hui dans le Sahel, ça crise qu'on assiste aujourd'hui en Europe, ça crise qu'on assiste aujourd'hui au Soudan. Ces gens-là, ils vont détruire ce monde-là si on ne se lève pas pour mettre fin à cette pagaille-là qui sont en train de nous faire subir depuis bientôt 70 ans. Alors, cela pose aujourd'hui la question de la survie de l'humanité et du monde, et surtout du Conseil de sécurité de l'ONU, si tant est que, comme vous le dites tous, cette guerre, cet état de situation où on a du mal à s'accorder ou à trouver un accord pour la situation entre Israël et Hamas, si c'est guidé par les intérêts, on se pose la véritable question, à quoi sert finalement le Conseil de sécurité de l'ONU? Quel avenir pour l'ONU et pour le monde, Louis? Bon, aujourd'hui, c'est prouvé au jeu de tout le monde que le Conseil de sécurité ne vaut plus rien. Parce que l'objectif assigné à ce conseil-là n'est pas atteint. On dit que c'est justement pour éviter ce genre de conflits que le conseil a été mis en place. Mais aujourd'hui, on constate qu'un peu partout, il y a du conflit, il y a de la guerre. Les pauvres citoyens sont tués comme des animaux. Donc, on est en train de le constater encore dans ce qui se passe en Israël, au Hamas. Maintenant, le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a plus d'avenir. Et parce qu'on l'a dit. Pourtant, c'est là que se prennent les plus importantes les mauvaises décisions aujourd'hui, des décisions qui, au lieu de protéger, au lieu de défendre l'intérêt général, défendent l'intérêt personnel. Et on le voit aujourd'hui, parce que quand vous prenez ce que dit la Russie, qui veut vraiment cesser le feu, mais qui a été contrariée par les États-Unis, parce que derrière eux, derrière cette crise-là, les États-Unis, eux, ils bénéficient de quelque chose. C'est aussi ça aujourd'hui, parce que les pays qui composent ce conseil-là, on connaît à peu près aujourd'hui la position de tout un chacun. On connaît la ligne en fait politique de tous ces pays-là qui disent avoir le droit de veto à l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, je pense que il est temps de reconnaître que tous les États se valent et qu'il n'y a pas un État premier et un État dernier. Tout le monde a le droit de parole parce que tout le monde doit décider de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prenez même la configuration de ce Conseil de l'Entente et de ceux qui ont le droit de veto, je ne trouve pas de pays africains. Ça veut dire que l'Afrique, elle est toujours mise de côté. L'Afrique, c'est toujours quelqu'un qui viendra lui imposer des décisions. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des dirigeants africains qui ont prouvé leur capacité à résoudre les crises. On m'a souvent dit de ne pas citer l'exemple de chez moi. On est en train de voir ce que le président Faure Gnassingbé est en train de faire, citer parmi la résolution de pas mal de crises. Et il n'est pas le seul. Des gens le font également. On a des solutions africaines pour des crises africaines. Et donc, il est temps aujourd'hui que cette configuration-là, que la configuration de sécurité de l'ONU soit revue. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire hein, dans la position ou bien dans tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'il est temps qu'on essaie de botter en touche cette histoire de droit de veto de Conseil de l'ONU et que la parole soit donnée à tout le monde de façon équitable et équitée. Alors, que dire, hein, Dieudonné, cela pose
le véritable problème de l'avenir du monde, et surtout du Conseil de sécurité de l'ONU, et peut-être pas Ricochet, de l'ONU également, qui est censé garantir la paix dans le monde. Mais 78 ans après sa création, que dire finalement? Docteur, répondant à votre question, je me mettrai peut-être à parler encore de gros français qui, à la fin, ne diront pas grand-chose. Mais On peut parler petit français. Mais je dirais tout simplement que tout ce qui se passe aujourd'hui dénote ce qu'on peut appeler la comédie humaine. C'est de la pure comédie humaine. Alors, sur le plan local et sur le plan international, vous comprenez que c'est l'intérêt qui guide tout enjeu. Et quand l'intérêt est au cœur de toute préoccupation, alors tout ce qui gravite autour n'est que du simple jeu. Alors, comment est-ce que nous pourrons parler, continuer par parler, mettre en place des entités contre la guerre et des entités qui parlent de la paix? Et au même moment, il y a des usines de fabrique des armes. Qui va acheter les armes s'il n'y a pas de guerre? Alors, il faut qu'il y ait de la guerre pour que l'écoulement des armes se passe. Alors, il faut qu'il y ait plus de guerre pour essayer, voilà, la portée, la puissance de l'armement. Nous voyons l'exemple sur plusieurs terrains. Si nous prenons l'Ukraine, aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'essayer la plupart de leurs armes là-bas. Et aussi la Russie essaie. Et aussi les alliés de l'Ukraine essaient aussi leurs armes dans ce conflit-là. Et au même moment, on parle de Conseil de sécurité qui parle de la paix. Et les guerres, les conflits s'effritent et le monde va toujours à décrescendo. Quel sera l'avenir de l'ONU? C'est la grande question qu'on se pose. Personne ne peut prévoir aujourd'hui l'avenir de l'ONU, mais moi je dirais qu'il y a lieu, comme toute entité, de réformer et remettre en place de véritables bases qui visent la paix. Sinon, si c'est la paix là, qui a été visée depuis 70 ans, je me dis, le résultat n'est pas atteint. Le monde est resté sur sa soif et le monde se dit, on marche encore vers une, entre guillemets, une autre guerre mondiale. Il suffit juste maintenant de toucher sur de petits points. Et ce qui s'est passé dans les années 39 jusqu'à ce jour, on pourra encore revivre la même chose. Alors, à quoi va-t-on arriver? Il faut plutôt en arriver à appeler véritablement à la conscience humaine au cœur de tout. Sinon, des grandes décisions qui se prennent aujourd'hui à des sommités ne reflètent pas véritablement ou alors ne font pas véritablement part de la raison humaine au cœur. Donc, c'est l'intérêt qui gouverne le monde. Merci beaucoup. Un dernier mot. Oui, je voudrais ajouter trois petits éléments. Quand vous regardez aujourd'hui la configuration du Conseil de sécurité, vous vous rendrez compte que en réalité, ce sont des amis. Ce sont des amis, par exemple. Je vais vous donner juste 3 exemples. Quand vous prenez la Syrie, il y a eu pas mal de résolutions qui ont été proposées pour que une force armée puisse intervenir en Syrie. Sauf que la Russie s'est interposée parce qu'il a allé voir Bachar al-Assad pour lui proposer des choses, pour lui dire en réalité, nous on va prendre ta défense, mais en contrepartie, on va prendre ta défense au Conseil de sécurité, en contrepartie, tu vas nous offrir telle chose, telle chose. Et voilà, la Russie est présente là-bas. Quand vous prenez aujourd'hui les pays africains, leurs amis aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Russie, c'est la Chine. Parce que ces gens-là ont su proposer quelque chose au continent pour dire, quand il y a quelque chose qui vous concerne, nous, on prendra votre défense au Conseil de sécurité. En contrepartie, vous allez nous offrir un certain nombre de privilèges et tout ça là. Les États-Unis disent qu'en réalité, ils ont des amis en Europe. Et donc, quand vous avez des problèmes comme Israël, nous, on prendra on prendra votre défense en Conseil de sécurité, mais en contrepartie, vous allez nous offrir telle chose, telle chose. Donc, voilà comment ces gens-là ont su maintenir cette hégémonie-là qu'ils ont sur le monde. Donc, en entretenant donc ces liens, comment je peux dire ça, d'amitié entre eux au Conseil de sécurité, et ils font le bonheur de leurs peuples respectifs, et la grande partie de l'humanité est en train de croupir sous la misère et sous le coup des balles, sous le coup du sang et tout ce que vous connaissez comme conséquence donc de ces conflits armés sur le continent africain et dans bien d'autres sites à travers le monde. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.